France Culture, dans quelques secondes, il sera 19h, vous écoutez du Gramoud, Julie Clarini, Brice Couturier et leurs deux invités, réunis mais manifestement très opposés sur cette question. Le multiculturalisme s'imposera-t-il comme le modèle politique du XXIe siècle? Julie Clarini? Oui, et vous venez d'entendre Esther Benbassa, qui est historienne, directrice d'études à l'école pratique des hautes études, et puis nous sommes avec Mathieu Bock-Côté, qui est sociologue, souverainiste, comme on dit au Québec, donc canadien, collaborateur d'une revue d'idées qui s'appelle l'Action nationale. Alors, national là-bas, ça veut dire républicain. Petit rappel du lexique pour nos auditeurs qui prennent le débat en cours. Juste une petite précision, l'immense majorité des immigrés n'est pas venue parce que opprimés par le régime politique de leur pays, mais mais très souvent, la plupart du temps, voilà, parce que les conditions de vie matérielle étaient extrêmement rudes. Et voilà une deuxième correction, cela dit, aux États-Unis. Alors là, j'étais absolument frappé tantôt par l'analogie de madame. Les politiques d'affirmative action, de discrimination positive, n'ont pas été faites du tout, mais pas du tout pour les populations immigrées, mais pour la communauté noire. Et si madame veut assimiler la communauté noire à une population immigrée, ça la regarde. C'est comme ça qu'elle était conçue, justement. Ah non, mais un instant, faut pas mélanger. Parce que c'est comme ça qu'elle était vue dans le regard des WASP. Oui. Attendez un instant, c'est qu'aux États-Unis, les immigrés, c'est-à-dire les vagues d'immigration, étaient les premières à souhaiter ce qu'on appelle l'américanisation. C'était le modèle jusqu'aux années 80. L'affirmative action, c'était aussi les femmes, c'était aussi les gays, c'était pas seulement les noirs. Alors, d'accord. Voilà. Alors là, le problème est le suivant, c'est qu'effectivement, à partir du problème historique de la communauté noire américaine, on a, d'une certaine manière, généralisé l'affirmative action, la discrimination positive, et on a multiplié les clientèles potentielles qui pourraient se réclamer de certains privilèges administratifs, financiers, identitaires, pour avoir droit à un traitement... À mérite égal. Non, ça c'est voilà. Faux. Pour avoir droit à un traitement différencié à l'intérieur de la citoyenneté occidentale, dans ce cas-là, de la citoyenneté américaine. Et je crois qu'il faut en revenir à cette idée, c'est-à-dire sortir de cette espèce de pensée par slogan qui dit vivre ensemble, générosité, équité, et ainsi de suite, et regarder les conséquences pratiques, et je dirais aussi les conséquences durables du multiculturalisme comme philosophie politique. Car madame l'a dit tantôt, elle avait bien raison, c'est une philosophie politique, elle évoquait les grands philosophes du multiculturalisme, mais il faut bien voir que le multiculturalisme ne correspond pas à une évolution naturelle des sociétés humaines, mais c'est un projet politique. Qu'est-ce que c'est l'évolution naturelle? Ce que j'entends par là, c'est que c'est un projet politique très clairement porté qui vise à transformer les sociétés occidentales et qui a des conséquences, notamment, il faut l'évoquer, je ne l'ai pas encore évoqué jusqu'ici, sur la démocratie, sur la souveraineté populaire en elle-même. Alors le multiculturalisme tend à fragmenter la souveraineté populaire et la figure même du peuple, c'est-à-dire la souveraineté populaire présuppose un démos, c'est-à-dire un peuple auquel se référer pour justifier ensuite l'exercice du pouvoir. Mais on voit à partir de cette fragmentation, de cette décompression, de cette fragmentation radicale, parce qu'elle est radicale, de la figure de référence qu'est le peuple, on assiste à une forme de traduction de la démocratie dans le langage du multiculturalisme. Et à partir de là, la souveraineté populaire ne s'exprime plus à partir de la volonté d'un peuple qui a un destin, mais à partir de la multiplicité des factions qui ont chacun un droit de veto sur le destin de la collectivité. Oui, mais parce qu'elles existent, ces factions. Non, justement, alors monsieur. voilà le problème. Elles parce existent, que ces factions, il faut bien voir, et monsieur l'a évoqué tantôt, monsieur Couturier l'a évoqué très justement en disant que le multiculturalisme fonctionne à l'assignation identitaire. C'est-à-dire qu'il enferme... Ça, c'est le différentialisme, c'est pas le... Moi, je ne suis pas pour le multiculturalisme. Pourquoi vous allez réclamer dans mon article? Laissez-moi. Le multiculturalisme, pour moi, c'est la multiculturalité, c'est la pluralité. C'est un constat, c'est pas une idéologie, encore une fois. Il y a l'aspect du constat et puis il y a l'aspect normatif. Et il y a une idéologie multiculturaliste et c'est celle qui est en débat ce soir. Mais moi, je ne parle pas de l'idéologie. Pourquoi des jeunes nés en France, parce qu'ils s'appellent Ahmed, Mohamed et Hassan, auraient moins de droits. Personne pour le... Je suis en train de préparer ces 2 journées. J'ai vu combien de personnes se trouvaient dans les partis politiques. Quelle était l'attitude des partis politiques à l'endroit de ces jeunes nés en France? Encore, moi j'ai un accent, si c'était contre moi j'ai plus ou moins fait mon chemin, mais je parle des gens qui viennent pas seulement de milieux défavorisés quand même. On porte ces fractions dont vous parlez, portent en elles
les stigmates d'être autre. Mais en France, ça marche comme ça. Il y a un malaise identitaire français. Voilà, alors peut-être que Mathieu Bock-Côté, vous avez du mal à le mesurer, mais en France, il est extrêmement difficile de s'annoncer avec un nom étranger, avec un accent. Bon, vous savez que... Je n'en doute pas. Bon, alors, vous rappelez à juste titre que le multiculturalisme, c'est pas une évolution naturelle des sociétés dans un monde mondialisé, c'est effectivement très pertinent, mais justement, est-ce que la qualité d'un projet politique ne se mesure pas à son efficacité? Et or, ce que nous avons en France, c'est donc absolument l'opposé de cette conception multiculturelle, et on arrive à une société bloquée avec un malaise identitaire extrêmement fort, avec des gens qui dans la rue sont étonnés parce que leurs voisins vont voter comme eux. Et pourquoi ils vont voter? Parce qu'ils sont français. Oui, mais ils ont des têtes d'arabes, et c'est encore étonnant aujourd'hui. Bon, pour et le chômage parmi les enfants issus de l'immigration, 40% chez les jeunes. Alors là, c'est une question de modèle économique français. Les États-Unis ont quand même réussi à sortir de ce malaise identitaire. Un jeune sur deux aux États-Unis n'est pas un WASP. Un jeune sur deux. On comprend pourquoi les Américains remettent en cause les standards nationaux, comme vous dites, parce que les États-Unis sont en train de changer de visage. C'est quand même extrêmement important. Moi, personnellement, et là c'est là-dessus que je vous dirais, personnellement, le visage, pour le dire ainsi, ce qui relève du... appelons ça la dimension, je sais pas quel terme utiliser, mais ce qui relève du la morphologie ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la culture. Mais ici, ils se font arrêter dans le métro, mais à New York, ils se font pas arrêter. Je vais vous citer, madame, laissez-moi finir. Alors, ici, on se fait arrêter parce qu'on est un peu bronzé, même si on est français. Je crois, comme je dis, je n'ai pas ce qu'on pourrait appeler une expérience intime de la société française, évidemment. Mais pour peu qu'on ne disqualifie pas complètement, appelons ça la culture livresque, très 20e siècle, même 19e siècle, mais imaginons. Alors, je crois que il y a eu une espèce de diabolisation du référent national en France depuis les années 80. D'abord parce qu'il a été confisqué honteusement, mais c'est un autre problème, par l'extrême droite. Aussi parce que on a eu Vichy, nous, monsieur. Oui, vous n'avez pas eu au mais Québec, vous avez eu De Vichy. Gaulle aussi. Bon. On a eu Vichy aussi. Je n'en doute pas. Voilà. Je viens de le dire, vous avez eu De Gaulle, mais on peut le répéter 3 ou 4 fois sans problème. Voilà. Alors, il y a aussi la question de l'Europe. C'est-à-dire, au nom de l'Europe, par exemple, en France, on a assisté véritablement à une disqualification systématique du référent national. La phrase de Mitterrand, je crois, la France est notre passé, l'Europe est notre avenir. Bon, on voit aussi à l'intérieur de la gauche, à partir du début des années 80, le passage du socialisme à l'antiracisme. L'antiracisme étant une machine à disqualifier systématiquement l'adversaire, à traduire. Qu'est-ce que le politiquement correct? C'est la traduction systématique du malaise national dans le langage de l'intolérance. Donc, vous dites identité française et on entend discrimination de la race, par la race blanche. On dit, est-il légitime de poursuivre une histoire nationale? Et on dit, vous voulez maintenir des privilèges, des structures discriminatoires à votre avantage. Donc, l'espace public, l'espace intellectuel français a quand même été marqué, si je ne me trompe pas, vous me corrigerez, mais depuis une vingtaine d'années, peut-être, disons, depuis 25 ans, par une forme de diabolisation plus ou moins explicite du référent national. Et je crois qu'une bonne part... Mais qui n'a pas abouti dans l'action publique, hein. Qui n'a pas abouti, on n'a pas de discrimination positive. Non, bien sûr, il y a une certaine résistance institutionnelle. En France et au Québec. Le référent national en Europe a mené à des catastrophes, à mener à des massacres, monsieur le référent national. Je crois que c'est moins le référent national que la passion révolutionnaire complètement dégénérique, mais ça c'est une toute autre histoire. Je ne pense pas que l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale puisse se réduire à l'exagération du sentiment national. La preuve en est qu'il me semble, à moins que je me trompe, que la résistance française était aussi animée par la passion de la France. Mais enfin, monsieur, il y a eu des millions de gens tués parce qu'ils n'étaient pas pareils aux autres. Vous n'allez pas me dire que le référent national, on va faire l'éloge du référent national dans un pays qui a déporté si vous voulez rabattre l'histoire 75 000 juifs. Je crois qu'on s'écarte. Je n'ai jamais prétendu rabattre l'histoire de la nation, quant à moi, sur les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez bien, Esther, qu'il y a plusieurs interprétations de la Deuxième Guerre mondiale, dont une qui parle de deux internationalismes déchaînés. Un internationalisme, par exemple, celle d'Hannah Arendt, par exemple, qui très précisément, justement, expliquait qu'il s'agit d'une lutte entre le panslavisme et le pangermanisme, et que justement, parce qu'on est sorti du cadre de l'État-nation, on a fait bien des dégâts. Et que donc, il ne s'agit pas de lutte nationaliste, mais de la guerre entre deux impérialistes. Je vous rappelle, est-ce que vous savez, le fascisme, le nazisme, c'est pas pareil, Esther. Est-ce que vous saviez un petit détail, Esther Benbassa? Est-ce que vous saviez qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait plus, dans la SS, les Allemands étaient minoritaires? Ça montre bien que c'était un mouvement internationaliste. Voilà. Non, mais autrement dit, les Allemands. Mais là, c'est un autre sujet. C'est un bien autre sujet. Je crois qu'on s'en écarte. Oui, mais écoutez, on ne peut pas nier
le background historique des nations. Non, mais la Enfin, disqualification Non, mais on ne du peut pas la référent réduire à national- l'histoire d'horreur. L'histoire des nations en Europe, ce n'est pas qu'une histoire d'horreur. Ah ben nous avons connu en Europe Je les n'ai horreurs. pas dit que ce n'est pas 1848, qu'une c'était histoire aussi- d'horreur. Vous serez attentif à la nuance, ce n'est pas qu'une histoire d'horreur. C'est-à-dire qu'il y a évidemment Il y a eu beaucoup d'horreur. il y a une part d'ombre dans l'histoire de chaque nation. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, on a un souci manifeste d'aller chercher la moindre part d'ombre dans l'histoire de nos nations, quitte quelquefois à l'exagérer. On vit ça au Québec, hein, je ne parle pas ailleurs. Mais ce à quoi on assiste, et aujourd'hui, je crois que vous êtes un peu vous représentez bien ça, c'est-à-dire la diabolisation systématique du référent national, qui n'est pas pour vous objet de considération critique, de critique légitime, Mais de quelle mais nation vous vous parlez, monsieur? du référent monsieur- national, Ah oui, partout mais qu'est-ce présent. que c'est pour vous, monsieur? Expliquez-nous d'abord, Esther. qu'est-ce que vous entendez par référent national? Expliquez-nous. Parce que moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous entendez. C'est, la nation vive Michelet, le Québec, par exemple, la nation vive, Michelet, la Non, nation c'est Michelet, elle est pas l'intégration meurtrière, elle d'une est pas société intolérante. autour d'un héritage, et à partir d'un héritage qui fonde une culture, qui fonde un peuple, et à partir de cet héritage qui doit évidemment s'ouvrir aux autres, qui doit être porteur d'une certaine porosité. Hein? Ce n'est pas un une bloc certaine monolithique. porosité, oui. Ben, bien sûr, qu'est-ce que je dois dire? Une porosité excessive? Bon, Non, alors, d'accord. alors, Bon, une culture écoutez, nationale... c'est tellement condescendant, un peu de porosité pour nos nations, pour prendre ceux qui ont construit la nation en venant travailler C'est qu'il ne faut pas du confondre Maghreb et l'ouverture à d'ailleurs. l'autre et le reniement de soi. Or, Oh, aujourd'hui... écoutez, monsieur, vous savez, ni l'Europe, ni l'Amérique, ni le Canada ne sont pas à avoir peur des immigrés qui On ne viennent. parle pas des immigrés, Et on parle surtout, de l'idéologie vous êtes des- multiculturaliste. Vous êtes des nations fondées sur la multiculturalité Non, parce ça, c'est que absolument vous êtes faux, mais bon. fait d'immigration, de vagues d'immigration. Ce n'est absolument pas préjudiciable. C'est ce qui fait la force de l'Amérique alors, du Nord. Et nous, on est des nations qui ont un passé, qui ont quand même le colonialisme, et qui ont plein de choses qui font qu'aujourd'hui, peut-être, on doit revoir l'idée de nation. On peut se demander si on ne peut pas revoir le concept de nation. Et c'est pas du multiculturalisme de revoir, de réfléchir sur ce qu'est la nation. Voilà. S'il s'agit d'être plus critique envers l'histoire nationale telle que nous l'avons vécue, au Québec, enfin, multiplions Non, mais les la références. question, c'est de savoir bien si sûr. la nation a un avenir. Parce que Ah, la bien nation, sûr. c'est un projet politique, comme vous le Oui, disiez c'est- tout à l'heure, c'est du à la fois un projet multiculturalisme. C'est politique, pas un mais état naturel. Non, mais c'est un héritage historique, cela dit. Ce n'est pas effectivement un état Au naturel, mais c'est un Moyen-Âge, vous héritage. n'aviez pas de nationalisme, monsieur. C'est une invention du Jeanne d'Arc. 19e Bon, siècle. Daniel Oh, Lefebvre vient d'écrire un excellent livre. Faut-il avoir honte de l'identité nationale? Je crois que c'est un livre qu'on pourrait recommander. Oui, il est venu Mais- en débattre ici Ah, ben avec voilà. Marcel Détienne, qui Ah, lui ben a mon tenu Dieu. la dragée haute également. vous Alors, voyez. disons Nous que c'est faisons une de bons rencontre débats sur transatlantique d'une culture. émission à l'autre. Mais Mais monsieur, je crois c'est un projet du là-dessus. 19e, la nation. La nation Bon, alors, n'existait bon, pas avant. Le bon, nationalisme alors, est une invention. Bon, Je ne sais pas alors si là, vous êtes vous- historien, mais... Il se trouve qu'il m'arrive d'avoir des études historiques. Voilà. Mais l'histoire nationale, quand je dis la nation n'est pas un état de nature, c'est un héritage, et c'est un héritage qui mérite d'être perpétué. C'est une qui mérite invention d'être du 19e. perpétué, et qui, à partir de là, pour que se perpétue l'état-nation et l'héritage qui le fonde, il me semble qu'on devrait entretenir un rapport décomplexé. Non pas sans critique, mais décomplexé avec le destin national. Décomplexons-nous. Alors, perpétuer la nation ou réinventer le vivre ensemble, et on n'a pas terminé Réinventer le la débat. nation. Vous avez entendu Esther Benbassa, historienne, directrice d'études à l'école pratique des hautes études et co-auteur parmi d'autres livres d'un dictionnaire des mondes juifs paru chez Larousse avec Jean-Christophe Attias. Mathieu Boccoté, qui est sociologue, souverainiste, comme on dit, donc au Québec, c'est-à-dire indépendantiste, qui collabore à une revue qui s'intitule L'Action nationale, qui est une revue d'idées et qui est l'auteur de plusieurs ouvrages chez Boréal en 2007, La dénationalisation tranquille, Mémoire, identité et multiculturalisme dans le Québec post-référendaire, et puis La cité identitaire chez Athéna en 2007. Alors, avant de donner la liste des invités de demain, j'aurais juste donné à Julie une petite citation que j'ai trouvée à propos des causes de l'immigration. C'est une citation de Boalem Sansal, l'auteur du Village de l'Allemand. Voilà ce qu'il écrit. Et dans certains coins de la banlieue française, j'ai entendu des Algériens se demander si c'était la peine d'avoir quitté le pays pour fuir la terreur islamiste. Ah, c'est juste une petite citation. Oui, ils pour peuvent se demander aussi si ça valait le coup de se fuir le pays En pour tout connaître cas, le ça chômage prouve français. bien que c'était pas simplement pour chercher du travail que beaucoup Mais d'Algériens la sont venus chez nous. majorité, quand même, ont été appelés par la France à Et venir Voilà. Demain, on va reconstruire la nation. Demain, on va se demander s'il faut sévir contre les bandes. Ah. Nous serons avec
Didier Lapéronie, avec Adrien Barrault, qui est philosophe, avec maître Hervé Tourniquet, qui est avocat, et avec François Haut, qui est directeur du département de recherche sur les menaces criminelles au Panthéon-Assas. C'était Du Grain à Moudre, une émission proposée par Julie Clarigny et Brice Couturier, équipe de production Nathalie Lempereur, Mathieu Sarda et Francesca Fossati. Tout de suite, la suite du 18-20.